d'avoir le lot préparation dans son ensemble, le lot activité de mobilité, le lot évaluation, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça ne veut pas dire que ça se suit comme ça, puisque de toute manière, tout au long du projet, le lot gestion du projet, c'est du début à la fin. Le lot activité d'apprentissage dans le cadre des mobilités, il peut se mener de manière autonome, inscrit dans le temps. Le lot évaluation des mobilités et du projet, c'est du début à la fin. Et il faut un responsable et un budget. Il n'y a franchement pas plus à comprendre. Et je vais aller un petit peu plus loin, je veux juste vous montrer un des modèles, pardonnez-moi, là. Ça, c'est la recommandation de l'agence exécutive. C'est le minimum. Il y a le work package sur tout ce qui est gestion, le lot d'activités sur ce qui est gestion, là où il y a écrit management. Il va avoir ses propres objectifs, activités et livrables pour pouvoir définir des tâches avec une personne référente. C'est demandé dans les clés 2, renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse, pour ceux qui veulent y aller, dans Erasmus+. Il y a le lot activité. S'il y en a plusieurs, il va y avoir le lot 2, le lot 3. Un échange de jeunes, par exemple, ça fait un lot. Un lot travailleurs jeunesse, mobilité de travailleurs jeunesse, ça peut faire un autre lot. Et ensuite, le dernier, dissémination, dissemination, en fait, qu'on utilise, en fait, c'est valorisation des résultats. C'est diffusion des résultats et exploitation des résultats. Donc, c'est toutes ces activités qui sont liées à l'impact, tout ce dont on a parlé, qui permettent de maximiser l'atteinte des impacts. Là, c'est juste pour vous dire que dans les candidatures, c'est assez bien expliqué, je trouve, dans les guides, quand il y a besoin que ce soit par lot d'activité, ils le disent et on le comprend très très bien. Il n'y a rien d'extraordinaire, il ne faut surtout pas s'affoler. C'est juste dans le jargon, on parle de work package, on a l'impression que ça y est, on est en train de tomber dans un truc incroyable. Mais ça veut juste dire, entre les partenaires, on va définir, allez, qui prend le lead pour gérer tout ce qui est gestion? Ok, ben, ça sera moi. Qui prend le lead pour gérer les échanges de jeunes et garantir que tout va bien se passer, réunir et faire tout ce qu'il faut? Ok, ben, ça sera l'autre chez le partenaire espagnol. Et il se débrouille. Il a ensuite les gens qu'il doit contacter. Qui c'est qui prend le lead des référents pour la diffusion et l'exploitation des résultats, garantir que ça va se faire, tout ça. Et on définit les budgets. Et voilà, chacun sait ce qu'il a à faire. Et tout ça, on va l'inscrire dans un plan qualité, par exemple quand c'est comme ça, en disant à qui on s'adresse pour rendre compte. C'est qui, à votre avis, le grand leader de tout ça, à qui il faut que chaque référent de lot d'activité doit s'adresser. Là, normalement, tout le monde devrait connaître la réponse puisque j'ai été un peu lourd avec ça. À qui il faut s'adresser pour rendre compte chaque référent? Celui qui a bénéficié de la solution. Non? Au comité de pilotage? Merci. Oui, oui. Voilà. Le comité de pilotage, du coup, il est référent, il a du recul, il demande à ce qu'on lui rende compte et il va valider des étapes ou invalider des étapes. Et là, on a une organisation qui est pas mal. Un comité de pilotage, ça peut être 2 personnes, hein, 2 partenaires, une personne par partenaire. Et ils sont là avec beaucoup de recul. Ça peut être des présidents, ça peut être des personnes des 2 CA, et qui sont là vraiment pour le suivi. Et d'autres sont vraiment dans le faire. Ils garantissent. Et ils ont plein de gens qui vont s'associer. Et dans les lots d'activités, encore mieux évidemment, si on associe les participants pour qu'ils puissent prendre en charge des tâches, c'est encore mieux. Imaginez sur l'exploitation des résultats, sur leur diffusion, tout simplement, on en a parlé, c'est là où on va décrire le rôle que vont avoir des jeunes, par exemple, pour être ambassadeurs un peu de ce qu'ils ont vécu. Et donc, on va les mettre là-dedans. Et là, on est dans un plan de gestion qualité parfait, tel que c'est attendu. Donc là, c'était vraiment pour ceux qui ont besoin d'aller un peu sur les clés 2, d'avoir un peu quelques éléments. Sauf si vous m'arrêtez, je continue parce que j'ai vu l'heure et je ne pensais pas que c'était aussi tard. Donc je ne voudrais pas non plus vous retenir plus que ce qu'on avait prévu. Du coup, il y a ce qu'on appelle, ne vous inquiétez pas, c'est le dernier document. Vous avez vu le cas de logique comme annexe. Il y a
le diagramme de Gantt, qui est tout bêtement comment je planifie du coup ce que je vais faire, tout mon projet, je le planifie. Là, j'ai mis c'est présenté habituellement par l'agence elle-même. Comment dire? Ce que vous voyez devant vous, les mois, de M1 à M36, c'est-à-dire c'est un projet de 3 ans. Vous voyez, les A, ce sont des activités de gestion. Les O, ce sont des productions et liées à des activités. La production O1 liée à l'activité 1. M, ce sont les réunions et rencontres transnationales autour du projet, par exemple le comité de pilotage, pour gérer le projet. On est comme dans des clés 2, hein, c'est un exemple de clé 2. Les E, ce sont des séminaires qu'on met en place pour faire connaître les résultats. Donc là, des séminaires de diffusion. Les C, ce sont les activités d'apprentissage. Là, on retrouve mobilité, etc. Ça, c'est juste pour vous dire que, par exemple, si on a un projet qui est sur 36 mois, donc 3 ans, donc il commence du mois 1 au mois 36, on peut imaginer que l'activité d'apprentissage, par exemple un échange de gens, peut avoir lieu au mois 10. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que je dois prévoir avant le mois 10 pour que ça puisse avoir lieu, et qui relèvent peut-être des activités A, des activités de gestion. Réserver les vols, les hôtels, préparer les participants. Et en fait, on va du coup mettre dans des cases, des couleurs sur ce qui va se passer pour permettre une vision de la planification de l'ensemble des activités de gestion, d'évaluation, de diffusion et d'apprentissage dans le cadre d'échanges de jeunes, de travailleurs jeunesse, stages d'observation. Ça va permettre d'avoir une vision vraiment sur l'ensemble, sur une page. Alors, moi personnellement, je n'aime pas, ça c'est le truc normatif, et j'ai pris la liberté de changer en oubliant les différentes terminologies là qu'il y a là pour le K2. Pour le K2, c'est bien, il faut le faire comme ça. Pour les clés 1, on peut faire aussi en faisant très simple. On se dit qu'on fait une ligne activité de mobilité d'apprentissage, puisque ça concerne que ça. Et en dessous, des activités de gestion, puis ensuite des activités d'évaluation et des activités de diffusion, communication. En faisant juste tout simplement comme ça 4 lignes, on peut retraduire dès qu'on place une mobilité, un échange de jeunes par exemple, on doit se poser la question de ce qu'on doit faire avant, pendant, après, sur les autres lignes en termes de diffusion, communication et gestion. Et moi, je suggère plutôt que juste mettre des couleurs, de mettre dans des cases des mots-clés qui vont être publication candidature, sélection candidat, préparation linguistique culturelle, et ensuite collecte rapport individuel, évaluation, questionnaire, compétences. Et en faisant juste ça avec des mots-clés, on peut avoir une vision où on comprend, tiens, ils ont bien pensé à ce qu'il faut faire avant, pendant, après, sur les différents aspects de gestion, de communication, d'évaluation. Ça, c'est une chose. Et on peut regarder, est-ce qu'ils sont assez malins? J'ai déposé à l'appel de février. On me dit que je peux commencer mon projet, par exemple, en avril. Donc, mon mois 1, c'est avril. Tiens, ils m'ont mis la mobilité au mois 2, en mai. Ils veulent déjà faire une mobilité au mois de mai. Ah, ils veulent la faire où, voyons? Ah, ils veulent la faire en Irlande. Donc, un mois avant la mobilité, ils auront le temps et de réserver les hôtels, de trouver un bon prix pour les avions, de préparer les candidats. Moi, ça me paraît risqué. Je regarde, je suis évaluateur, je me dis, bon, bah, l'anticipation quand même pour ça, je suis pas sûr que ce sera de qualité. Par contre, ils me le placent, ils me disent qu'ils vont faire un projet sur 12 mois, ils prennent le temps de prendre par exemple 4 mois de préparation avant de prévoir la mobilité, ça me donne quelques garanties qu'ils sont plutôt dans
Je vais prendre le temps de prévoir, de préparer les jeunes à partir, de bien vérifier avec le partenaire que tout est toujours bon, que je gère bien le budget parce qu'on ne peut pas aller payer super cher les billets. Donc, la rationalité budgétaire, hein, elle est aussi recherchée en termes de critères et indicateurs pour la Commission européenne. Hein. On gère bien aussi les budgets. On a interdiction d'ailleurs d'aller en classe business ou première. Hein, on dit c'est classe économique parce que on n'est pas là non plus juste pour dépenser l'argent n'importe comment. Donc le planning, le diagramme de vente renseigne aussi sur cette capacité à prévoir et à bien planifier les éléments tels qu'ils sont proposés. J'ai dû être un petit peu rapide pour rattraper, à vrai dire. Excusez-moi. Ouais. Le diagramme de Gantt en question, en fait, c'est une annexe qu'on doit poser au dossier ou c'est un élément demandé? Des fois, c'est obligatoire, et moi, je le conseille. Pour moi, ça devrait être obligatoire pour tout le monde. Ok. Et un conseil, quand vous remplissez votre dossier de candidature, pour moi, il y a 2 annexes à mettre. Le planning, un diagramme de Gantt, bon, parce que c'est un peu normatif et que c'est pas mal. Et l'autre, votre cadre logique de projet. Et si vous déposez pour une demande d'accréditation puis de label, CES, mettre cette stratégie d'internationalisation avec inclus dedans le son. Pas forcément besoin de mettre autre chose comme annexe. Alors, sur le CES, si je peux me permettre, Hamza, il y a aussi le planning d'activité du volontaire, parce que des fois, on voit des choses assez rigolotes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va faire quand on fera la conclusion, hein, mais on a fait un choix stratégique qui n'est pas fait dans d'autres domaines, de vous donner des outils pour quoi faire, à la fois pour essayer d'organiser votre pensée et de pouvoir construire votre projet le mieux possible, et après de répondre au dossier. Et pas l'inverse, c'est pas prendre partie par partie de dossier et essayer de répondre. Sinon, on perd la logique du dossier. Donc c'est en ce sens-là que nous, on a fait un choix stratégique et pédagogique avec Hamza de continuer sur cette démarche-là. Et deuxièmement, c'est vrai qu'en pièce annexe, c'est important pour les experts parce que ça illustre, au-delà du discours de votre dossier, réellement votre projet. Donc je ne saurais que vous insister, comme a dit Hamza, sur la nécessité de mettre ces outils en annexe. Ça montrera, déjà ils vont se dire, ah, c'est la région Occitanie déjà, parce qu'en général, tous ceux qui sont sortis ont fait la formation, ils ont les mêmes outils, donc on voit déjà qu'il y a une petite particularité occitane. Et deuxièmement, ça permet de voir pour un expert les contradictions entre le texte qui est rédigé et éventuellement les annexes qui sont proposées. On arrive, vous inquiétez pas, à la fin. Je vais vous faciliter une lecture parce que je sais qu'on n'a pas des schémas mentaux pareils. Ne vous inquiétez pas, c'est tout simple. Là, j'aimerais juste qu'on puisse aborder ce cadre européen versus la candidature et qu'on puisse retrouver un truc sur lequel vous vous êtes retrouvé un peu oula, mais j'arrive pas à identifier. Il me semble qu'on avait clarifié pas mal de choses. C'est ces fameuses 5 étapes, puisque c'est de la gestion par la transformation, par les changements, par les impacts. C'est super important de se rappeler à un moment donné quels sont ces éléments, en quoi c'était utile finalement de vous raconter tout ça pendant ces 2 jours. Eu égard ce qui va être évalué ensuite. J'ai pris l'exemple du cas 2 parce que ça peut reprendre largement pour le cas 1. Il y a des critères, en gros, dont vous parlez d'évaluation sur lesquels s'appuient les évaluateurs. J'ai pris là ceux qui reviennent. Donc la question de la pertinence du projet, pourquoi il est pertinent. Vous irez sur le site et lire en dessous, ça veut dire pertinence. Tout est transparent. Vous allez voir. La qualité de la conception et de la mise en œuvre du projet. La qualité du partenariat aussi et des modalités mises en place de coopération entre partenaires et les impacts. Et vous voyez, chaque critère a un nombre de points. Et c'est ce que je vous disais, la somme des points, ça arrive à 100, et c'est une note de 100 qui est donnée ensuite par
par candidature évaluée. Là, ce qu'on peut voir déjà, sur ces 5 étapes de préparation qui sont super importantes et qui vont se traduire dans le dossier de candidature, à votre avis, je prends l'exemple de la pertinence du projet, où l'évaluateur va aller chercher la question de la pertinence. Est-ce qu'il va la chercher dans la partie préparation du projet, identification des impacts, activité d'évaluation, le plan de diffusion, dans l'exploitation des résultats? À quel endroit? Partout dans la cohérence et la cohésion de l'ensemble. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je dirais plutôt dans les activités d'évaluation. D'accord. Ok. Et en lien avec les priorités de l'Europe, peut-être? C'est pas au pif, là. Là, je vous demande de rassembler qu'est-ce qu'on a vu depuis là, pour vous poser la question, à quels endroits on arrive à présenter un projet qui doit être entendu comme pertinent, avec des partenaires où les modalités de coopération apparaissent, à quels endroits, où il y a une vraie gestion par la transformation dans le niveau des impacts, où il y a une mise en œuvre du projet avec une qualité de conception impeccable, donc une grande qualité. Je confirme en 3, par rapport aux activités qui déterminent si elles sont dans la logique du projet avant et après. Ouais. Moi, j'aurais dit dans les 3 premières parties. Moi, j'aurais dit dans le 4. Ouais. Non, c'est bien partout, clairement. Il n'y a pas un endroit, et vraiment prenez du recul. Par exemple, si je prends la présentation de la structure, elle me donne des renseignements sur en quoi c'est une structure qui sera dans une pertinence par rapport au projet. Je vais regarder un petit peu là-dedans. En quoi elle est pertinente pour mener un projet de ce type. En quoi elle est déjà dans de la conception de qualité de projet, parce que je lis un peu son expérience, ce qu'elle fait, dans quoi elle s'inscrit. En quoi elle peut être un partenaire de qualité et en capacité de coopérer, parce que je lis ce qu'elle me présente. En quoi elle a déjà travaillé sur la transformation du changement. En quoi elle a des rouages qui permettent de comprendre qu'elle est capable de mettre en place une bonne transformation pour toutes les parties prenantes. Et en fait, c'est partout qu'ils vont chercher. Donc, c'est là où la qualité de rédaction va être intéressante. Elle va être intéressante sur si vous êtes vraiment dans quelque chose de concret et réaliste et proche de vraiment ce que vous faites, vous n'aurez pas de mal. Bon, vous avez vu, là, la mutation va être sur 100, il faut avoir au moins 60, des fois au moins 70, avec une moyenne sur tous les critères. On n'aura pas le temps de tout voir sur chaque élément, mais je vais vous aurez tout, sincèrement, parce que là, ce que je vais vous montrer, c'est un rappel de tout ce qu'on a vu depuis hier, mais dit différemment. Préparer un projet, c'est définir un cadre logique, déterminer un programme de travail et de mise en œuvre, prendre connaissance des critères d'évaluation. Donc l'état des lieux, le diagnostic pour les besoins, les objectifs, activités, résultats. La question des ressources que je vais mettre, donc grâce aux sources que je vais pouvoir identifier, il me faut un calendrier, une méthode, bien sûr, comment je travaille. Pensez à l'avant-timing, pensez aussi à un contrôle via un comité de pilotage, une évaluation continue. Ça peut aider à voir la pertinence. Et les critères d'évaluation qu'on vient de voir, qui sont assez récurrents sur l'ensemble des projets. Ça, c'était pour le point 1. Pour le point 2, donc sur l'identification des impacts. Vous allez avoir comment on identifie sur les cibles du projet à différents niveaux, comment on détermine les indicateurs, comme d'habitude, le seuil de réussite du projet et les outils d'évaluation qui sont associés. On va avoir différentes cibles dans un projet. Ça peut être des étudiants, des équipes d'enseignants, des personnels administratifs, etc. Les indicateurs, ils sont réalistes, donc SMART, ça c'est bon, vous le savez maintenant. Quantitatif, qualitatif. Pas la peine d'en chercher 10 000, 2 qui se contredisent, c'est pareil. Ensuite, l'état des lieux initial permet de comprendre vers quelle situation souhaitée on peut aller. Là, on est
en train de viser la Lune et les composantes de la Lune. Quelles sont ces hypothèses de réussite? Et ensuite, pour identifier les outils d'évaluation associés, il faut faire attention avec qui on le fait, pour qui on le fait et au vu de quelles hypothèses, et avec un indicateur pour mener à bien quoi, des questionnaires, des entretiens, des tests de compétences, des évaluations de face à face, collectives, avec des grilles d'observation, des groupes de discussion. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire. Ne présentez pas une usine à gaz en vous disant ouais, ben, moi je fais un projet et je vais faire et des questionnaires, et des entretiens, des tests. Sur un échange de genre, on va se dire, bon, le pauvre là, pouf. Donc soyez juste réaliste à la bonne hauteur, mais pas trop modeste non plus. Ensuite, sur le troisième, sur déterminer les activités d'évaluation de l'impact, il y a le fait d'inscrire l'analyse dans le pilotage du projet, identifier les périodes et les modalités de recueil des données. La planification est importante. Et ensuite, planifier aussi des temps communs pour analyser les données. On reste cohérent. On ne va pas donner ça à une sorte d'expert ou d'évaluateur externe. Non. On est tous capables de parler de nous-mêmes, de ce qu'on vit, de ce qu'on apprend, et on est dans l'éducation permanente. Donc, prenons en compte l'avis de tout le monde là-dessus et confrontons les avis. Donc, le pilotage, évidemment, c'est dans l'amélioration continue. Alors, pour l'amélioration continue, je vous ai donné quelques clés avec la rhododémie, exprimer, je prévois, donc je fais, j'évalue, je corrige, je recommence. Tout ça s'inscrit dans un plan qualité. Donc l'amélioration continue, c'est cette évaluation continue qui comprend des mesures correctives. Donc pas de panique, c'est pas grave s'il y a un événement imprévu. Il faut juste expliquer ce qu'on a fait. Et puis ce plan de diffusion et de communication qui permet d'identifier clairement les impacts et les transformations. Vous avez compris, avec la diffusion et l'exploitation de résultats, vous y arrivez très bien. Mettre en place un calendrier avec des étapes, avec des personnes qui sont dédiées, qui vont travailler sur l'évaluation. On peut s'adjoindre des ressources externes, mais on associe de toute manière les personnes dans une évaluation participative. Pourquoi pas semi-directive, mais on laisse quand même les personnes apporter leur témoignage. Et on met les ressources adéquates pour permettre de le faire. On ne le fait pas à la va-vite, ça peut être tranquillement au retour, dans un espace où pareil, on sécurise les gens pour qu'elles puissent libérer leur parole, et on le fait tranquillement, sans être pressé parce qu'il faut juste le faire. On laisse les temps respirer pour analyser leur pratique et pouvoir faire des retours qui sont consistants. Et on leur propose aussi des éléments qui leur permettent de traduire eux leurs apprentissages à leur manière. Ça peut être aussi en dessinant, pourquoi pas, ou avec des vidéos. La comparaison avec les études attendues, ça c'est quelque chose qui est assez simple mais qui est très attendu. Donc, vous vous souvenez, on part d'une situation d'aujourd'hui et on va aller vers une situation souhaitée. Et on va comparer la situation souhaitée qu'on a imaginée avec la situation réalisée. C'est quoi les écarts? On nous demande juste de décrire. On ne nous demande pas d'être les champions du monde. Juste en quoi on a été cohérent avec ce qu'on a prévu. Et comment on a corrigé, on est arrivé finalement là, mais on est arrivé là et ça répond aux objectifs de départ, mais on y est bien arrivé parce qu'on a mis en place tout ce process d'évaluation et de suivi qui fait que bon, bah, tout va bien, tout a été sécurisé, on a quand même atteint des résultats positifs. Ensuite, si on regarde sur l'établissement du plan de diffusion, là c'est en 6 parties avec l'identification des informations à diffuser, des messages clés aussi, des cibles, des indicateurs de diffusion, des supports de diffusion et la cartographie au niveau des canaux que je vais solliciter. Alors cette partie diffusion, quand on dit plan de diffusion, je ne suis pas en train de parler de communication. Ce n'est pas juste article de presse, il faut connaître mon projet, on fait une conférence, non. On est en train de faire des projets européens, donc on gère une transformation, donc les impacts. Donc je suis en train de parler, j'ai des résultats, je fais un projet avec des partenaires et j'obtiens des résultats et je veux avoir des impacts. Donc j'identifie bien quels sont les éléments que je dois, sur lesquels je dois communiquer. Bien sûr que j'ai un plan de communication où je fais connaître le projet, je parle des partenaires et je parle aussi des résultats que j'obtiens et je mets en place quelque chose sur les impacts, pour bien faire comprendre l'ensemble du projet. Du coup, il y a les messages clés
que je vais utiliser, comme par exemple faire utiliser, faire comprendre, faire participer, faire savoir. En gros, on est toujours sur les résultats. Si on veut atteindre des transformations, maximiser l'impact, bah, rien de mieux que de faire comprendre l'intérêt de ce qu'on a fait et de ce qu'on a obtenu comme résultat. De faire connaître, de faire utiliser, donc exploiter. Je transfère. Je définis à qui? Un grand public, des responsables, des politiques. Qu'est-ce qui va me permettre d'aller avoir ce centre d'écriture urbaine à Montpellier? C'est peut-être en présentant ces résultats avec les jeunes qui ont participé à mes partenaires institutionnels. On va avoir des indicateurs clairs, tels qu'on a parlé, qui sont SMART, qui permettent de faire comprendre la dynamique qui est nue au sein du projet en termes de diversité de profil, de visibilité, et tout ça, ça va compter. Je vais pouvoir aussi voir où je dois pouvoir publier, donc les supports de diffusion, et cartographier très simplement les médias, les colloques, ou les réseaux, ou les associations, qui peuvent être des collectifs départementaux, qui peuvent être des journées Erasmus+, des journées d'associations. Vous avez autour de vous multitude d'espaces où vous pouvez élargir là où vous pouvez planifier vos diffusions. Le cinquième et dernier point, donc c'est sur la planification de l'exploitation. Après la diffusion, il y a l'exploitation. Les deux, on appelle ça... Non, personne ne se souvient. Dissemination et pas très français, dissémination. Donc, pour avoir un impact fort, il faut pouvoir diffuser et exploiter les résultats. On vient de voir la diffusion, on voit le plan d'exploitation. C'est le projet tout à l'heure, je crois que c'est Émilie qui l'expliquait. Ils vont aller mettre en place un module pédagogique pour ensuite le transférer auprès de leurs collègues. Eh bien, on inclut l'exploitation des résultats dans le plan de diffusion et on va garantir l'accessibilité et la disponibilité des productions en plus grand nombre et des résultats même après l'arrêt du financement de l'Union européenne. Donc là, l'exploitation, c'est faire utiliser, transférer. On va valoriser s'il y a une innovation quelque part et on va identifier les messages clés et les cibles à qui on va s'adresser. Et là, il y a deux points importants qui sont des points, en fait, je réfléchis sur l'utilisation du fonds public européen. C'est le fait qu'on va rendre accessibles les différents résultats dans des licences ouvertes, c'est-à-dire que l'Europe considère que les financements publics doivent permettre la production de ressources qui doivent être libres d'accès, sauf cas exceptionnels sur les questions de droit d'auteur avant que vous le disiez, où il faut démontrer pourquoi on doit avoir l'accès restreint parce qu'il faut respecter tel ou tel droit. Et c'est à vous de le démontrer. Sinon, ce doit être des ressources éducatives libres. Exemple, ce fameux module qui permet de comprendre comment mieux accueillir ces jeunes qui arrivent d'Espagne, eh bien, ça veut dire qu'on peut publier ce module et permettre à ce que d'autres puissent l'utiliser parce qu'il a été créé grâce à de l'argent européen. Et garantir le développement des résultats même après l'arrêt des financements. Grosso modo, si on a un site internet du projet, continuer à le faire évoluer et pouvoir développer de nouvelles idées de coopération. Tout ce qui part sur des clés 2, on pose la question sur ce qu'on appelle la durabilité de la coopération. Ça peut être tout simplement de pouvoir élargir, par exemple, le partenariat à de nouveaux partenaires européens, chercher des financements additionnels ou tout simplement de pouvoir créer de nouveaux projets. Voilà. Pardonnez-moi d'avoir accéléré un peu sur ces éléments que vous allez avoir, mais je pense que l'essentiel, vous l'avez eu sur toutes ces étapes qui sont super importantes et qui sont incontournables en fait. Avant de commencer à rédiger, aller jusqu'à cette stratégie et au cadre logique. Et là, au moins, à partir de là, avec une planification dans un Gantt chart, déjà, vous êtes prêt pour rédiger un super dossier de candidature. Je vous laisse la parole pour d'éventuelles questions, pour des précisions, parce qu'il est 16h35, je sais que je veux vous retenir absolument. Je suis encore avec vous. Et pour entendre aussi et des questions, peut-être des enrichissements, peut-être des retours d'évaluation à chaud. Voilà, moi je coupe mon micro, sauf pour répondre à d'éventuelles questions.
Bon, ben, je vais commencer. Même si mon projet est un peu en dehors de ce qui est passé, j'ai quand même saisi beaucoup de choses. C'est dense, c'est hyper intéressant. Moi, ça me permet d'approfondir les idées. L'idée de copile, je vais la garder et je vais bien m'en servir parce que je pense que c'est primordial. Et en tout cas, merci pour toutes ces infos sur le fonctionnement, la structuration et la logique du projet. C'est bien, c'est très ressourçant pour moi et ça me recentre bien sur ce que j'ai en tête. Et j'espère atteindre la Lune, Hamza. Y arriver petit à petit. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Suivante. Moi, je veux bien dire aussi, c'est pareil, ça m'a beaucoup éclairé parce que pour l'instant, je glanais des petites informations à droite à gauche qui étaient souvent contradictoires. Et ça permet pareil de recentrer sur le projet Erasmus, qu'est-ce que c'est exactement, parce que c'est vrai que moi dans l'animation, on a un peu d'autres vocabulaires et on est un peu plus en serré. Donc là, c'est bien parce que j'ai vraiment une meilleure vision du projet. Mais comme pour l'instant, c'est moi qui mène un peu ça toute seule, je me dis, je vais pas faire ça toute seule. On soit en équipe. Et voilà, mais je suis très satisfaite aussi il va falloir relire un peu tout ça, quoi, mais très satisfaite de l'éclairage et de l'orientation que ça a pris. Je vais intervenir à mon tour. Je voulais te remercier, Hamza, parce que c'est pas du tout la première formation Erasmus que je fais, et c'est la première fois qu'on me dote d'outils aussi concrets pour planifier et rédiger le projet. Donc voilà, j'ai bien avancé, et même si j'étais moi aussi un peu hors cadre, vos partages d'expérience m'ont beaucoup aidé. Voilà, donc je vous souhaite bonne continuation et j'espère qu'on atteindra tous la Lune. Ça va venir la déplacer. Je veux bien aussi prendre la parole. Merci Hamza énormément pour l'accompagnement que tu peux faire sur ces challenges, je crois qu'on se donne tous, parce que c'est énormément de peur au démarrage, je crois. Moi, je me suis rendu compte en tout cas là que ça valait le coup de pas rentrer dans le dossier de suite, et je crois que j'ai m'empêché d'aller le voir d'abord et de faire tout ce travail que toi tu nous as donné avec les outils avant, et de se dire qu'il fallait vraiment penser l'intégralité des projets qu'on devait faire, alors nous à la fédération, mais à travers ce filtre-là de stratégie internationale, plutôt que de penser le projet, le petit projet activité ou l'action qu'on a envie de faire avant tout. Et du coup, voilà, c'est hyper intéressant de se donner ce schéma-là et ce processus-là, et un grand merci pour tout ce que tu transmets et ta patience et tout ça. Notre appréciation sur le chat. Ouais, on a aimé la complexité. On a aimé on a tellement des paroles simples, cette complexité difficile à prendre, on va y réfléchir. Ça fait du bien. Merci. Et merci de participer. Oui, je me permets de prendre la suite. Merci beaucoup Hamza pour ces 2 jours de formation super intense et super complète. Moi, j'ai pris des notes et j'en suis à 16 pages de Word, voilà, qui est quand même pas mal. Et moi, j'arrivais vraiment en novice et je pense que j'arrive à toucher du doigt au moins la complexité et l'intérêt des projets européens. Donc, merci beaucoup. Reste je pense que comme tout le monde, il y aura un temps de digestion de toutes ces informations pour en faire quelque chose de bien. Mais encore une fois, merci. Oui, pareil, merci. Je pense que je suis assez contente d'avoir eu cette formation avant de commencer un dossier, même si maintenant je suis curieuse de voir ce qu'est le dossier. Et voilà, et oui, merci pour ta clarté, ton écoute aussi. Et voilà. Et je rejoins tout ce qui a été dit aussi.
Oui, ben on ne peut que te remercier, hein, parce qu'effectivement, pour en avoir suivi quelques-unes, formation, information sur Erasmus+, c'est jamais simple et j'ai trouvé tes propos et les documents vraiment parfaits. Et puis une écoute surtout, de prendre le temps voilà, d'explorer les questionnements des uns et des autres. Maintenant, je réitère l'envie et l'intérêt qu'on aurait à pouvoir se rencontrer. Donc Corinne doit être toujours par là. Voilà, je crois qu'on est quelques-uns à avoir envie de se rencontrer et d'avoir des réunions en présentiel. Et puis d'autres unités de formation avec, pourquoi pas, sur la recherche des partenariats, je l'avais déjà évoqué, comment trouver des partenaires, comment partager sur des projets plus concrets ou des thématiques, pas de l'idée au projet, mais ne serait-ce qu'entre nous. Comment, voilà. Encore merci et puis bonne continuation. Et puis à nous de jouer maintenant. Bah super, il y a plein de Ça, messages. ça me permet juste de poser la question parce qu'on m'a posé la question de diffuser vos coordonnées. Donc moi, j'ai nécessité d'avoir votre approbation totale puisque nous sommes dans la RGPD. Donc ceux qui ne souhaitent pas que leur mail, leur référence soit donnée, vous me le dites par mail. Merci. Je pense Ce serait dans quel cadre la diffusion des données? Ça serait essentiellement ceux qui ont été autour de la table là, pendant 2 jours. Après, moi je ne sais pas, parce que c'est la première fois qu'on nous pose la question. Plutôt pour qui? Pardon? Pour qui? Alors, c'est plutôt à quel destinataire? Non, mais les destinataires. Pardon. Excuse-moi, Corinne, c'est donc Zoé, je vais peut-être allumer la caméra. Voilà. Zoé du Tarn-et-Garonne. Voilà, j'ai vu qu'il y avait quelques autres personnes du territoire du Tarn-et-Garonne, donc je les rencontrerai avec plaisir. Je travaille au département, conseil départemental du Tarn-et-Garonne, et puis d'autres personnes autour de la table avec des thématiques intéressantes qui pourraient nous concerner également. Donc c'était l'idée de partager nos adresses avec ceux qui le souhaitent évidemment pour une diffusion professionnelle et technique. C'était, enfin, je sais pas, peut-être Corinne, d'autres personnes l'ont demandé, mais je crois que oui, d'accord. Ceux qui ne le souhaitent pas, vous me l'indiquez. Comme ça, moi, j'enlèverai les coordonnées. Si j'ai pas de nouvelles de votre part, ça veut dire que vous êtes d'accord à partager. Alors, je voulais redire quand même à Zoé, parce que il y a quand même une organisation depuis 2018 qu'on peut améliorer, il n'y a pas de problème. Là, j'ai vu faire une étude de cas, on sait, c'est pas la première fois qu'on nous demande de faire une étude de cas collective. C'est vrai qu'on a fait un choix délibéré après le Covid de faire des formations en visio parce que c'est compliqué, la région Occitanie, je vous en parle à connaissance de cause. 13 départements, trouver le siège, trouver l'endroit, enfin le temps, la période, enfin bon, c'est très compliqué. Vous avez des collectifs d'acteurs départementaux quand c'est le cas, mais on va revenir après éventuellement en aparté avec le lot. C'est dans ces endroits-là que la DRAGES finance ou que le service départemental jeunesse, engagement, sport finance par un poste FONGEP, où vous pouvez construire un réseau départemental et local. Ça, c'est le premier point. Moi, j'y tiens beaucoup depuis 2018. Je me bats tous les ans pour continuer cette logique-là, pour que les personnes puissent se rencontrer, que ce soit le formel ou le non formel, sur ce sujet. Donc, Zoé, le réseau départemental du 82, tu vas voir avec la Ligue de l'enseignement, je pense que tu connais déjà, puisque tu es venu à la mémoire. C'est bien qu'en 2018, et même en amont, on était déjà sur ces logiques-là, sur notre territoire, donc bien évidemment. Voilà, c'est que aujourd'hui, au-delà des comités, nous permet de rencontrer d'autres personnes. Après, je suis déjà sur le réseau et la plateforme départementale, donc pour moi, il n'y a pas de souci. Non, mais il n'y a pas que toi, Zoé. Je parle pour tous ceux qui sont autour de la table. La démarche aujourd'hui, elle est un peu plus structurée qu'elle fut une époque, Zoé, au niveau du Gard, par exemple. Donc, allez-y, franchement, tapez à la porte de l'animateur pour pouvoir être inclus dans ce collectif-là. Ça peut être aussi une proposition de groupe de travail où vous êtes à plusieurs à travailler sur un même projet, vous échangez sur vos difficultés, etc. Enfin, que vous ne vous sentiez pas seul aussi par rapport à ça. Et ensuite, nous avons, c'est pour ça que je vous ai envoyé, je ne crois pas que je vous l'ai envoyé. Si, dans le Génali, vous avez des cartographies de 2021 jusqu'à maintenant par thématique.
qui vous permettent de pouvoir voir au niveau de la région Occitanie, au-delà des personnes autour de la table, des associations ou des collectivités territoriales qui portent éventuellement le même sujet que vous souhaitez travailler. Donc, ce réseau-là, à la fois dans le cadre de l'information ou dans les collectifs départementaux ou dans la cartographie ou éventuellement dans des séminaires, puisque moi j'arrête pas de faire des séminaires aussi pour que les personnes se rencontrent et là, de façon présentielle, ça a cet objectif-là. Donc, pourquoi pas aussi, Zoé, pour l'instant ça commence à monter en puissance, faire aussi une réunion avec les collectivités territoriales, parce que vous n'êtes pas quand même pléthore, dirons-nous, à partir sur les projets Erasmus, enfin, du moins de non formel, je parle. Donc voilà, tout ça c'est à travailler et à compléter. Je veux juste remercier aussi, si je peux, s'il y a personne. Pour l'instant, c'est pour vraiment dire merci aussi. Hamza, c'est une dossier très dense, mais très très riche. Vraiment pour nous, au niveau de l'association pour la vie, vu qu'on avait été pendant quelques années jusqu'à maintenant sur le service civique international, mes collègues, j'en ai parlé à certains déjà, souhaitent vraiment qu'on fasse sans doute une démarche vers Erasmus. Et vu que le collectif donc, il existe déjà dans l'Hérault, nous espérons et nous allons le faire, je pense, intégrer ce collectif pour pouvoir avancer sur les projets et voilà. Merci à la DAGES aussi hein, pour tout ce que, voilà, la possibilité de le faire. Merci à vous et tous ceux qui étaient là, hein, qui sont là d'ailleurs, avec une continuation. Merci. Merci également à vous et de votre patience parce que je sais que c'est dense et que je suis passé par là aussi et que j'ai eu de la chance à ce qu'on soit très patient avec moi, donc ça me paraît un juste retour d'être patient, voilà, c'est tout à fait normal. Si d'autres veulent s'exprimer, n'hésitez pas. Si Corinne, tu veux conclure, n'hésite pas, parce qu'il est 48, et je ne vous cache pas que... Alors moi je vais conclure, mais... Je dois partir aussi parce que j'enchaîne aussi autre chose. D'accord. Déjà, je vous remercie d'être présent. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des nouveaux entrants et que, hop, on repart sur d'autres logiques, d'autres projets, etc. Depuis 2014 que je suis sur ce sujet, j'ai à peu près vu 500 acteurs, pour vous dire. Hein, on a formé, ils ont tous la même lune et on a presque tous. C'est pas qu'on les endoctrine, hein, mais tout le monde a à peu près le même jargon en région Occitanie. Quand on est passé en formation, on cherche tous notre petite lune et souvent on sourit entre nous parce qu'on a partagé quelque chose collectif, du moins grâce à Hamza, que je remercie tout le temps, parce que Hamza est quelqu'un de très compétent, très humain et très pédagogue. Et souvent, et là je vous le redis aussi à vous, hein, même si de temps en temps je peux vous recadrer par rapport à la demande d'Erasmus, hein, les programmes européens, la réalité de la mobilité européenne, surtout pour la jeunesse, hein, jeunesse et sport, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de sport, mais il y a quand même le sport aussi, dans notre prérogative. C'est grâce à vous. Hein. La différence au niveau de certains autres entrées, comme ça soit le conseil régional ou l'éducation nationale, etc., où il y a des consortiums, etc., au niveau de jeunesse et sport, il n'y a pas de consortium, parce que je n'ai pas le droit de porter un consortium, je ne peux pas être jugée partie. Vous avez compris pourquoi? Je ne peux pas être expert et en même temps juger mes propres dossiers. Donc c'est essentiellement les acteurs que vous êtes qui représentent les opportunités européennes, internationales, européennes des jeunes. Et je vous en remercie. Et je serai donc à votre disposition quand vous le souhaitez. Vous n'hésitez pas. Je pense que j'ai assez de temps à répondre et à être disponible. Et je vous souhaite une belle aventure dans cette recherche de la Lune. Et vous rencontrerez des gens très très chouettes. Vraiment, c'est un sujet moi qui me passionne parce que c'est vraiment des gens très humains et très humanistes. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci encore. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Bonne poursuite.
Ça aurait un impact vraiment local, territorial. Enfin, ça serait très impactant.